Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Salut à tous, t'es sur French Podcast et aujourd'hui, je suis avec Emmanuel, évidemment. Tu vas bien? Ouais, super Charline. Et toi, franchement, le thème d'aujourd'hui, j'adore. Genre parler français comme les locaux, c'est pratiquement ma passion, hein? Bon, alors, pourquoi ce sujet? Tu sais, moi, depuis petite, je pensais vraiment avoir le français courant dans la poche. Et, en arrivant à Marseille, c'est la douche froide au marché. Mais genre, tu débarques, on te balance des « Oh, ça roule ?» ou pire, le « On se capte ce soir ?» Et là, perte totale de repères. Mais ouais, il y a vraiment le français qu'on apprend à l'école, et puis le vrai français, celui que tu vis dehors. C'est pas du tout la même langue. Enfin, je caricature, mais tu vois, et c'est là la méthode locale, hein? Tu t'immerges, t'acceptes de te planter un peu chaque jour. Et c'est comme ça que, pouf, ça rentre. Oui, et aujourd'hui, on va vraiment plonger dedans. On va parler immersion, astuces concrètes, nos galères, parce que, spoiler, ça arrive à tout le monde, et tout ça sans se prendre la tête. Donc reste avec nous, et, on démarre. Tu sais, moi, je croyais vraiment être à l'aise en français. Jusqu'à mon premier retour en France, à la halle du marché, t'imagines la scène? Je demande gentiment. « Bonjour monsieur, puis-je avoir 1 kilo de pommes, s'il vous plaît ?» Et le vendeur? « C'est tout? Tu fais pas une tarte, toi? T'en veux pas 10 direct ?» Je me suis sentie genre... petite citadine perdue, tu vois? Et c'est le fameux choc. Franchement, il y a un vrai fossé entre le français propre, tu sais, celui des manuels ou des apps, et puis le langage quotidien, le « ouais, ça roule » ou « on se capte ce soir ». Enfin, au début, tu crois que tu comprends, mais en fait, tu comprends la moitié, tu vois. Mais carrément, j'ai noté tous ces petits mots qui, au début, t'échappent, comme s'il y avait un dialecte secret. Mais c'est justement ça la méthode locale. Plutôt que de vouloir être parfait dès le départ, tu te lances, t'écoutes, tu te gourres, et voilà, tu finis par capter. C'est une immersion totale. Faut juste accepter de faire, des petites boulettes tous les jours, et, franchement, c'est normal. Emmanuel, toi tu cartonnes avec tes astuces, alors je veux tout. Ta petite routine, c'est quoi? Radio? Podcast? Série? Ouais, franchement, la radio locale, c'est top. Moi, je me paye France Inter ou même les radios régionales, tu vois, pour vraiment choper les tournures et même, l'accent. Mais super astuce aussi. Mets-toi au podcast fait par des jeunes. Ou regarde une série genre 10%. Là, t'as les vraies phrases, pas juste du scolaire. J'ai testé l'appli Tandem l'an dernier. J'ai trouvé un partenaire d'échange. Premier atelier du quartier, grosse claque, hein? Entre les blagues, les mots qui fusent, j'avoue, la moitié m'a échappé, mais c'était drôle. On a fini au bar à refaire le monde, donc, même en comprenant que dalle, je me suis sentie intégrée. Mais c'est génial. Et surtout, faut pas hésiter à adapter son vocabulaire. Genre, je me suis fait avoir plein de fois avec les faux amis. Tu sais, genre, actually, c'est pas actuellement, hein? Et puis, le meilleur truc demande toujours, tu peux répéter? Ou, attends, t'as dit quoi, là? C'est hyper naturel. Personne va te juger. C'est clair. Et puis, plus tu poses des questions, plus tu te rapproches des gens. Donc, hésitez pas, c'est la base. Tu sais, je l'ai fait, le grand moment d'humiliation au café. Je voulais commander un panini et j'ai confondu avec panier, pas pareil. Tout le monde a éclaté de rire, mais, finalement, on s'en remet, quoi. Mais oui, c'est justement là le truc, faut dédramatiser. Y a pas de perfection possible. Tu vas te tromper, c'est comme ça que t'apprends. Et même, ça reste gravé. Tiens, ma première interview en français à la fac, j'ai voulu sortir un mot scientifique, impossible, et j'ai inventé neuroniser au lieu de je sais même plus, mais depuis, je m'en souviens. C'est la meilleure technique pour progresser, sérieux. Oui, ça détend d'en parler. Plus on se plante, plus on apprend. Alors, faut arrêter de se bloquer, non? Totalement, faut juste oser. Tu vas voir que t'avances plus vite. C'est un peu comme le vélo. Tu prends une gamelle, mais après t'es solide sur la selle. Si on parle de routine, alors, comment tu te débrouilles pour pratiquer tous les jours?
moi, des fois, je commente même ce que je fais. Je me parle toute seule, en français, dans la cuisine, du style « Bon, alors, on coupe les carottes ?» Mais oui, y a rien de mieux. T'intègres ça dans ton quotidien. Tu fais semblant d'animer ta propre émission, tu récites ta liste de courses. C'est ce qui crée de la spontanéité, tu vois. Et après, essaye de sortir à des événements locaux ou un café linguistique chaque semaine. Ça enlève la pression parce que tout le monde est là pour essayer. Oui, et même un journal, tu sais, écrire chaque jour 2-3 phrases. Ou balancer son humeur. Avec le temps, ça muscle ton vocabulaire. Et puis, tu finis par oser plus. Exactement, ça donne une sorte de mémoire à ta langue, comme un muscle en fait. T'as plus peur de faire des fautes, tu progresses naturellement. Ok, alors, objectif, planning, un peu le sérieux. T'es du genre à suivre un calendrier? Moi j'avoue, 10 jours je suis motivée, puis j'oublie. Ah ouais, c'est là que les petits objectifs sauvent la motivation. Genre, chaque semaine, tu décides, tiens, j'apprends 10 nouvelles expressions. Ou alors, cette semaine, j'essaie de tenir 10 minutes de conversation. Tu notes, tu coches, t'enregistres tes essais. Oui, ça fait un peu scolaire. Mais franchement, tu vois vite où ça coince. Oui, j'ai entendu parler du défi 30 jours de français. T'as déjà testé? Ouais, et ça marche pas mal pour garder le rythme. Chaque jour, tu fais un petit pas et tu regardes la progression en notant même les nouveaux mots chopés. C'est encourageant et tu te rends compte au bout d'un mois que t'as vraiment avancé. Bon, on connaît tous la panne de motivation, hein? Tu fais quoi, toi, pour garder la flamme? Alors, tout bête, mais je me fixe une récompense à chaque objectif atteint. Je me paie un resto français ou je m'achète un bouquin. Et puis, j'ai un vrai partenaire d'apprentissage, on s'engage à se retrouver chaque semaine. Si tu sais que quelqu'un t'attend, tu lâches pas. Oui, et puis je mélange tout. Un épisode de podcast en allant bosser, un article en ligne avant de dormir, même les séries. Tu vois, ça rend l'immersion naturelle et ça évite de transformer ça en corvée. Totalement. Intégrer le français partout, comme une bande-son de ta vie. Et tu progresses sans sentir l'effort, en fait. C'est là que tu deviens vraiment à l'aise. On est sur la fin, alors. Dernier conseil. Trouvez-vous un partenaire d'échange, personne ou en ligne. Tant que ça devient régulier, c'est ça qui compte. Exactement. Et planifier chaque semaine une activité en français, film, article, petit café linguistique, ça ancre vraiment la langue dans le quotidien et t'as plus l'impression de bosser, juste de vivre. Surtout, récompensez-vous. Même si c'est juste découvrir un nouveau quartier ou réussir une conversation sans buguer, c'est comme ça que la confiance arrive, petit à petit. Ouais, ici, c'est pas une course, c'est un voyage, tu vois. Alors, prends le temps, amuse-toi et fais du français ton pote de tous les jours. Merci à toi, Emmanuel. T'assures toujours avec tes astuces. Et à vous tous qui nous écoutez sur French Podcast, on se retrouve super vite pour creuser encore plus la langue, l'accent et le plaisir de parler français. D'ici là, amusez-vous en français et à très vite. Écoute la 3e partie de Podcast Bienvenue français. à tous sur French Podcast, l'émission où l'on démystifie le français du quotidien à travers histoire, expérience et astuces. Et aujourd'hui, on va vraiment plonger dans le concret. Moi, c'est Charline, depuis Marseille. Bon, enfin, j'ai fait quelques détours, mais je t'en reparlerai. Et je suis accompagnée d'Emmanuel, comme toujours. Salut Emmanuel. Salut Charline. Salut à toutes et à tous. Alors moi, c'est Emmanuel et je suis super content qu'on attaque ce sujet parce que si vous aussi vous avez déjà eu l'impression de parler français, mais pas vraiment parler français, vous n'êtes pas seul, croyez-moi. Oh, absolument. Je veux dire, même nous, parfois on se retrouve largué par une expression ou un accent. Je me souviens de mes premiers jours à Montréal, mais on y reviendra. Aujourd'hui, vous allez repartir avec des vraies techniques pour franchir la barrière linguistique, des anecdotes et des conseils testés sur le terrain. C'est promis. Oui, et puis je sais pas toi Charline, mais moi, la première fois que j'ai mis le pied à Toulouse, j'étais persuadé d'avoir sauté quelques années de cours de français, tellement l'accent et les tournures m'ont retourné le cerveau. Mais bref, allons-y. Et on va commencer par ce fameux français du quotidien qu'on entend partout, mais qu'on n'apprend jamais vraiment à l'école. Alors, Emmanuel, tu peux peut-être nous donner une illustration très concrète de ce fameux écart entre le français tout droit sorti du manuel et le français qui se parle dans la rue. Ah oui, j'en ai une belle. Prenez à la bourre, par exemple.
Moi, la première fois que j'ai entendu « on est grave à la bourre, on y va », j'étais persuadé qu'on parlait de beurre. Tu vois le truc? Alors que, bon, rien à voir avec la cuisine, c'est juste qu'on est en retard. Et puis, filer un coup de main. Ce qui veut simplement dire aider quelqu'un. Mais si on traduit littéralement, c'est tout de suite très bizarre pour quelqu'un qui apprend le français. Ouais, c'est une collection d'expressions intraduisibles. Mais tu sais, ce qui m'a frappé, je sais pas si toi aussi, c'est que même si tu maîtrises la grammaire, l'orthographe, c'est l'oral qui coince. Je me souviens de mes premiers jours à Montréal, justement, quand je me retrouvais à jongler entre les expressions québécoises du style « c'est le fun » et nos « c'est chouette » français. Et souvent, je comprenais la moitié de ce qu'on me disait. Mais c'est exactement ça. Moi, à Toulouse, tu te souviens, tout le monde parlait avec cet accent chantant. Ils utilisaient des mots inconnus comme chocolatine au lieu de pain au chocolat ou con, toutes les 3 phrases, mais de façon affectueuse. J'ai mis des semaines à ne prendre aucune remarque au premier degré. Et franchement, on se sent un peu idiot au début. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de chaque région. Et puis, ça oblige à sortir de sa coquille. Non, je veux dire, il faut oser parler, même au risque de se planter spectaculairement. Au début, à Montréal, j'avais peur de faire une faute, alors je parlais. Pas du tout. Mais plus tu acceptes le ridicule, plus tu progresses. En fait, la langue, c'est aussi ça. Accepter d'être imparfait pour finir par être compris. On va en reparler après. Mais c'est vraiment le déclic de se jeter à l'eau. Et justement, en parlant de se jeter à l'eau, le vrai secret, c'est l'immersion totale. Alors, t'en penses quoi, les échanges linguistiques, colloques, tout ça, ça marche vraiment? Oh oui, franchement, rien ne vaut la vie en immersion. Moi, quand je suis retournée à Marseille pour un bénévolat, tu sais, le projet où il fallait planter des arbres dans des friches urbaines, eh bien, j'ai appris le vocabulaire du terrain à la marseillaise. On ne disait pas bisson, on ne disait qu'un dit. Non, t'as dit j'étais nan, on disait des j'étais nan. Disait-on bêche? On disait pieux si j'ai qu'ils aidaient. Né? Pioche. Et ça blaguait fort, genre, tu vas où comme ça, pitchounette? C'était comme une masterclass, mais sans prof officiel. Ah, les cafés des langues, c'est aussi un bon plan. La première fois que j'y ai participé à Paris, il y avait des gens de partout. Chacun essaye de parler l'autre langue, c'est un peu chaotique, mais super efficace pour apprendre l'argot, capter le ton juste et surtout, entendre la langue vivante. Tu sors de là lessivé, mais heureux, parce que tu t'aperçois que parler comme un local, c'est surtout capter l'ambiance et contextualiser les mots. Complètement. Et puis, il y a les marchés. Écoutez comment les commerçants te balancent. Je te mets de la salade, ma belle. Ou ça te fera 3 balles. Il faut décoder le ton, les sourires, le sous-entendu. J'aime bien conseiller aux gens de regarder des films français. Mais de toutes les régions, toutes les régions possibles. Parce que justement, il y a 1000 manières de dire les choses. Moi, je continue à écouter des podcasts locaux de là où je vis. C'est fou ce qu'on découvre comme références cachées. Oui, et c'est marrant ce que tu dis sur les références, parce qu'on ne comprend pas toujours les blagues ou l'ironie sans la culture locale. Juste observer et noter les expressions qu'on entend à la volée, c'est déjà un pas énorme vers l'aisance. Ah, je digresse, mais tu te rappelles de ce quiz sur l'argot parisien contre marseillais? J'ai encore du mal avec cagole, hein? Moi aussi, j'ai galéré. Mais bon, c'est ça qui fait la richesse du français parlé. Et tant qu'on se jette dans le bain, on finit par nager. Parlons de ces moments où on nage à contre-courant justement, les fameuses erreurs linguistiques. Moi, au début, c'était la catastrophe. J'avais la sensation d'être un imposteur, que j'usurpais presque le droit de parler français différemment. Et puis, en interrogeant des chercheurs, je me suis rendu compte que personne ne parle un français parfait. Le naturel, c'est d'oser et d'apprendre au fur et à mesure. Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'on voit le déclic arriver chez ceux qui ne se prennent plus la tête avec l'erreur. J'ai découvert un peu la même chose avec Linda. Tu te souviens d'elle? L'Américaine qui s'est intégrée à Marseille en faisant du bénévolat et en partageant sa fameuse recette de banana bread. Mais oui! Linda m'a raconté que c'est la cuisine qui l'a sauvée. Elle disait, je me mettais à la table avec les anciens et j'écoutais. Au début, je pigeais rien. Puis bon, tu rates une blague, 2 blagues, mais au bout d'un moment, tu finis par saisir les sons, les intonations et tu gagnes le droit de rire avec tout le monde. La langue, c'est du vécu, c'est du partage avant tout. C'est ça.
Il faut transformer la peur du jugement en curiosité. J'invite toujours des gens à raconter tout haut une bêtise ou une phrase qui les a fait rougir. Pour moi, c'est la meilleure façon de te forger ta voix personnelle en français. Tes hésitations deviennent des histoires drôles. Tes petits ratés te rapprochent des autres. Et c'est là qu'on se sent enfin intégré, tu ne trouves pas? Totalement. Je crois que chacun a son moment de bascule. On se souvient tous de la première fois où une blague locale nous fait rire sans effort, ou quand quelqu'un nous reprend gentiment sur une erreur, et que ce n'est plus humiliant, juste, gratuit, normal. Il faut oser, tenter, déraper et pour finir, parler français à sa façon. Et pour parler français à sa façon, on ne peut pas faire l'impasse sur la culture locale. Alors, comment tu t'y prends, toi, pour t'immerger un peu plus chaque fois dans une nouvelle région? Déjà, je file aux fêtes de village. J'adore les festivals, les marchés. Rien de mieux pour observer les codes sociaux et voir comment la langue, c'est aussi des gestes. Tu sais, ce fameux haussement d'épaule qui veut tout dire. J'aime aussi m'inscrire à des ateliers de cuisine locale ou de lecture. On entend les vrais accents, on voit comment les gens se taquinent et on apprend du vocabulaire, qui ne rentrera jamais dans un dictionnaire scolaire. Ah, j'adore. Et ça me fait penser que j'avais intégré un club de lecture à Marseille. Là, c'est simple. Si tu ne captes pas que « ça va le pastis » veut dire en gros « tout roule », tu passes complètement à côté de l'atmosphère. Il y a aussi le langage corporel. Faire la bise, les bras qui volent dans tous les sens. Tout ça enrichit ton expression orale bien plus qu'un manuel ne pourrait le faire. D'ailleurs, Emmanuel, tu fais la bise ou juste salut? Je me plante à chaque fois, 3, 4 ou 2 bises, je cafouille. Mais tu vois, faire ces erreurs, ça crée des moments authentiques. S'apercevoir que chaque région a ses petits rituels, ça t'aide à mieux comprendre le français, mais aussi la France, tout simplement. C'est là qu'on dépasse le stade du « bonjour, merci, au revoir » et qu'on parle vraiment comme un local. Pour toi, Charline, c'est quoi l'étape clé? Pour moi, c'est simple. Il faut participer vraiment. Marché, fête, sortie municipale. Tu t'immerges dans la foule et tu ne redeviens jamais simple observateur. Le français devient un outil de vie. Tu te fends d'un compliment ou d'une vanne. Tu observes comment les gestes accompagnent chaque phrase. C'est fou, mais c'est là qu'on sent qu'on fait partie du paysage. Tu vois? Oui, et je conseillerais à tout le monde de rejoindre au moins un atelier associatif, cuisine, lecture, même atelier vélo si t'es branché. Tiens, l'important c'est de parler, échanger avec le langage du cœur et du quotidien. Et puis, il y a les gestes, tu vois, les petites tapes, amicales, les clins d'œil, la façon d'ajuster sa voix pour faire passer une émotion. Ça, on ne l'apprend que sur place et en observant autour de soi. Tout à fait. Et puis, je trouve que dès qu'on ose se lancer, qu'on accepte les codes, on commence à s'exprimer différemment. On glisse du vocabulaire régional, on devine le second degré et on commence à comprendre ce qu'il y a derrière les mots. C'est là qu'on sent qu'on est passé du statut d'apprenant à celui d'initié, presque. Tu sais, je me disais récemment qu'on a de la chance. On a accès à une tonne d'outils technologiques pour progresser en français, même quand on n'est pas entouré de natifs. Toi, t'as testé des applis du genre? Mais oui, j'ai essayé Duolingo et Babbel, histoire de muscler mon vocabulaire rapidement ou de bosser un point de grammaire sur le pouce, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est de suivre des newsletters en français, des comptes Insta ou TikTok où les gens parlent vraiment comme dans la rue. Même les podcasts régionaux, pour moi, c'est le top pour l'oreille. La troisième partie de Bienvenue podcast à toutes français. et à tous. Pour cette exploration, on va plonger aujourd'hui dans les subtilités de la langue et de la culture française. Oui, bonjour et bonjour. On a pas mal de matières, des guides linguistiques, des articles sur la culture, des discussions vues en ligne. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, voir les erreurs qu'on fait souvent, découvrir des expressions un peu sympas, affiner peut-être notre façon de parler, et puis comprendre les codes culturels. C'est ça. On a vraiment de tout. Des erreurs de grammaire classique, des expressions idiomatiques, des points sur l'étiquette, et même des conseils pour être plus éloquent qu'on a trouvé sur des forums genre Reddit. Un bon mélange, quoi. L'idée, c'est de sortir de là avec des clés pour mieux communiquer en français. En évitant les petits pièges, que ce soit la langue pure ou les habitudes sociales. Lier la mécanique et l'esprit, si on veut. Comme disait Kennedy,
En adaptant un peu, une erreur, ça devient une faute que si on refuse de la corriger ou de la comprendre. Alors, essayons de comprendre. Allons-y. On pourrait commencer par quelques points de langue qui coincent souvent. Sans faire un cours de grammaire, hein, mais juste quelques exemples. Oui. Par exemple, la différence entre se rappeler et se souvenir. Les sources insistent pas mal là-dessus, j'ai l'impression. Ah oui, ça c'est un grand classique. Alors, la distinction de base, elle est dans la construction. On dit se rappeler quelque chose, direct. D'accord. Alors qu'on dit se souvenir de quelque chose. Il y a cette petite préposition de. Ok. Exemple. Je me rappelle cette chanson. Voilà. Et je me souviens de cette chanson. Ça a l'air simple comme ça, mais on entend souvent l'erreur, non? Ah oui, très souvent. Et avec les pronoms, ça change aussi. Je me la rappelle, mais je m'en souviens. Ce en qui reprend le de quelque chose. Et pourquoi ça accroche autant d'après les guides? C'est juste une règle un peu arbitraire ou il y a une logique derrière? Les guides expliquent pas toujours le pourquoi du comment historique, mais on peut y voir une logique, oui. Se rappeler, ça met peut-être plus l'accent sur l'objet qu'on ramène à la mémoire, d'où la construction directe. D'accord, comme si on le réappelle. Exactement. Alors que se souvenir, ça évoque plus l'acte de mémoire lui-même, le lien est peut-être vu comme plus indirect, d'où le de. Enfin, c'est une interprétation. Logique. Et pour compliquer un peu, il y a des exceptions. Les sources mentionnent « rappelle-toi de m'appeler ». Là, le « de » revient devant un verbe à l'infinitif. Ah oui, d'accord. Typique, ça. Ces petites exceptions qui font le charme et la difficulté du français. C'est ça. Autre point qui revient souvent, la confusion entre visiter un lieu et voir une personne. Comment on dit? Alors, on visite un lieu, un musée, une ville, un monument. Mais pour une personne, l'usage correct, ou en tout cas plus élégant, c'est rendre visite à quelqu'un. Rendre visite à? Oui. Ou alors plus simplement, plus couramment même, on dit aller voir quelqu'un. Je vais voir mes parents ce week-end. C'est parfait. Ok. Pourtant, j'ai vu dans une source l'exception « visiter un malade ». Ça existe encore, ça? Ça sonne un peu... Oui, ça sonne un peu daté, c'est vrai. C'est une expression un peu figée. Elle existe, mais bon, dans la vie de tous les jours, on dira plus facilement « je vais voir Paul à l'hôpital », par exemple. D'accord. Mais cette distinction lieu-personne, elle est assez forte en français. On la retrouve ailleurs, tu sais, comme avec emmener quelqu'un et emporter quelque chose. Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant. Ça montre comment la langue découpe un peu le monde. Exactement. Restons dans les interactions. L'histoire de chez et à. Le classique « je vais au docteur » ou « chez le docteur ». Alors là, la règle est assez nette. Chez plus une personne ou une profession, même si on ne connaît pas le nom. Donc, chez le médecin, chez le coiffeur, chez ma tante. Ok. Et à ou au, à la, au, c'est pour un lieu inanimé. À la pharmacie, au bureau, à Paris. Donc, pour répondre à ta question, on va chez le médecin. Logique, oui, on va voir la personne. Et ce chez, il est très français, culturellement, non? Je pense au petit commerce, tout ça. Ah oui, tout à fait. Quand on dit « je vais chez le boulanger », ça évoque tout de suite cette image du commerce de proximité, de l'artisan. C'est plus qu'une préposition, c'est ancré dans une certaine culture. Un dernier point de langue, très important pour la politesse, que les guides soulignent, le merci. Surtout avec un verbe. Merci pour m'aider ou merci de m'aider. Lequel est le bon? La forme qu'on recommande, la forme standard, devant un verbe à l'infinitif présent, c'est « merci de ». Merci de patienter, merci de votre compréhension, merci de m'aider. D'accord. Merci de. Le merci, pour, on le garde plutôt pour un nom. Merci pour ce cadeau, merci pour votre patience. Ou éventuellement pour un infinitif passé. Merci pour m'avoir aidé, même si merci de m'avoir aidé est aussi correct et peut-être même plus courant. Ok, c'est plus clair. Donc merci de, ce petit de, il indique plus une instruction polie ou une gratitude pour une action future ou en cours, c'est ça? C'est un peu ça, oui, une sorte de formule de politesse établie. Bon, eh bien, rien qu'avec ces quelques exemples, on voit que la grammaire, c'est pas juste des règles abstraites. Ça touche à la logique de la langue, aux usages. Et à la culture, exactement. Alors justement, passons à ce qui donne de la couleur au français parlé, ce qui le rend plus authentique, les expressions, les tournures de conversation. Oui. Après la correction, la saveur.
Et là, les expressions idiomatiques, c'est incontournable. Souvent très imagé, intraduisible mot à mot. Les sources en donnaient plein. Par exemple, avoir le coup de foudre. Ça, on voit bien ce que c'est, l'amour au premier regard. L'expression est jolie? Très connu, oui. Ou alors, beaucoup plus terre à terre, poser un lapin. Ah oui, ne pas venir à un rendez-vous. J'espère que ça n'arrive pas trop souvent. L'image est drôle, mais la situation. Pas très sympa, non? Et dans le même registre, mais plus agréable, faire la grasse matinée. Dormir tard le matin. Ça, c'est un concept universellement apprécié, je crois. Absolument. Et à l'inverse, un truc moins sympa, tomber dans les pommes. S'évanouir. Pourquoi les pommes d'ailleurs? On sait d'où ça vient? Les origines de ces expressions, c'est souvent un peu flou, hein. Pour tomber dans les pommes, il y a une hypothèse qui dit que ça viendrait de être dans les pâmes, la pâmoison, l'évanouissement, et ça aurait été déformé. Ah, d'accord. Possible. Mais bon, peu importe l'origine, tout le monde comprend tout de suite. Comme les doigts dans le nez. Ah oui, pour dire que c'est super facile. L'image est Parlante. très parlante. Et dans un registre plus négatif, rouler dans la farine? Tromper quelqu'un, l'arnaquer, l'idée d'embrouiller, de cacher la vérité, comme avec de la farine. C'est très visuel aussi. Tout à fait. Et certaines sont vraiment liées à la culture, tu vois, comme en faire tout un fromage. Exagérer l'importance d'un petit problème, le fromage, symbole français. Exactement. Ou une autre, très directe, s'occuper de ses oignons. Ça, c'est pour dire à quelqu'un de se mêler de ses affaires. C'est assez familier, non? Oui, très familier, voire un peu sec. Ça montre une certaine franchise parfois. Et puis, il y a le fameux filaire à l'anglaise. Partir discrètement sans dire au revoir. Alors qu'en anglais, c'est to take French leave. Eh oui, cette petite pique amicale entre voisins se retrouve dans la langue. C'est drôle. Mais au-delà de ces expressions toutes faites, il y a aussi les petites tournures de tous les jours, celles qui rendent une conversation fluide, naturelle. Les sources font bien la différence entre le langage familier et le langage plus formel. Ah oui, c'est essentiel de maîtriser ça. Par exemple, pour donner une nuance, une objection, on entend tout le temps ce fameux oui, non, mais en fait, ça peut surprendre au début. Oui. On dirait qu'on n'est jamais vraiment d'accord. C'est un tic de langage, non? Pour reprendre la parole et préciser son idée? C'est un peu ça, oui. Très très courant en français parlé, plutôt familier. L'équivalent plus formel, ce serait quoi? Un simple cela dit, toutefois. Voilà, exactement. Ou néanmoins. C'est plus posé. De la même façon, il y a ce fameux du coup, on l'entend partout. Ah oui, du coup, pour remarquer la conséquence. Parfois un peu trop. Oui, ça ponctue énormément les conversations, surtout chez les jeunes. C'est très familier. Dans un contexte plus formel, on va plutôt dire par conséquent, c'est pourquoi, ou alors on va construire une phrase plus articulée. Et pour marquer l'accord, en familier, il y a plein de mots. J'avoue, mais grave, carrément, trop, c'est très générationnel aussi parfois. Oui, c'est vrai. Alors qu'en formel, ce sera un sobre je suis d'accord, je partage votre avis, effectivement. C'est important de savoir jongler entre les deux. Savoir dire moi perso avec des amis et à mon sens ou selon moi dans un contexte pro. C'est exactement ça, la maîtrise. C'est l'adaptabilité. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Et pour bien s'exprimer, au-delà des mots, il y a l'éloquence, la manière de dire les choses. J'ai vu qu'une discussion sur Reddit, citée dans nos sources, montrait que c'est une vraie préoccupation pour certains. Comment devenir plus éloquent? Quels conseils ressortaient? Oui, c'était intéressant. Plusieurs pistes. D'abord, la pratique. Même tout seul, se parler à voix haute, s'enregistrer, expliquer un concept à un objet, le fameux débugage du canard en caoutchouc des informaticiens, ça aide vraiment à clarifier sa pensée. C'est marrant comme idée. Et simple à faire. Oui. Deuxième conseil important, ralentir. Parler moins vite. On a souvent l'impression que parler vite, c'est maîtriser. Mais c'est souvent le contraire, oui. Ça laisse le temps de choisir ses mots, d'articuler, ça rend le discours plus clair, plus impactant même. Exactement. La lecture est aussi mentionnée, bien sûr. Lire beaucoup pour enrichir son vocabulaire, pour voir comment les phrases sont construites. Logique. Et l'écriture? L'écriture aussi, oui. Ça aide à structurer sa pensée, à être plus concis. Un conseil très pratique qui revenait, avant de prendre la parole, même pour une intervention courte, notez juste 2 ou 3 points clés. Ça aide à rester focalisé. Utiliser des structures peut-être? Comme ces méthodes un peu managériales, star ou presse là. Oui, ça peut aider dans certains contextes pour raconter une expérience ou défendre un point de vue de manière structurée.
Une autre astuce donnée, dire sa conclusion ou son idée principale d'abord, puis développer. C'est direct, efficace. Pas mal. Et surtout, un point essentiel, viser la clarté avant tout. Mieux vaut un langage simple et précis qu'un jargon compliqué qui impressionne mais qu'on ne comprend pas. Le but, c'est d'être compris. C'est fondamental. Et tout ça, savoir bien parler, choisir les bons mots, ça nous amène au cœur de l'interaction, la culture française elle-même. Parce que parler français, c'est pas juste connaître la grammaire et le vocabulaire. Ah non, loin de là. C'est comprendre tout un ensemble de codes sociaux, de non-dits, et la politesse, c'est vraiment la base de tout. Le fameux « bonjour ». Essentiel. En entrant dans un magasin, une salle d'attente, même un ascenseur, s'il y a quelqu'un, un petit bonjour, et en sortant, au revoir, bonne journée, bonne soirée. C'est automatique, mais l'oublier, c'est très mal vu. Ça marque un manque de considération. C'est vrai. Et l'autre grand classique, le « tu » et le « vous », le vouvoiement, le tutoiement. Pas toujours simple pour quelqu'un qui apprend. C'est un vrai marqueur social. La règle de base, c'est la prudence. On vous voit, vous, par défaut. Les inconnus, les personnes plus âgées, dans un contexte professionnel, administratif, formel. C'est vous. Toujours vous au début. Oui. Le tu, c'est pour les proches, la famille, les amis, les enfants aussi. Et entre jeunes du même âge, ça vient plus vite. Mais dans le doute, toujours commencer par vous. Et on attend que l'autre propose, ou on demande, poliment. On peut se tutoyer. D'accord. Il vaut mieux être trop poli que pas assez, en gros. Manque de respect ou une familiarité déplacée. Et pour se dire bonjour physiquement, la bise, la poignée de main, comment ça marche? Alors, la bise, se baiser sur la joue ou les joues, ça dépend des régions et des familles, ça va de 1 à 4. Oui, c'est tout un art. C'est ça. Elle est réservée aux cercles amicaux, familiaux. Entre hommes, c'est moins systématique, sauf parfois dans la famille ou entre très bons amis. La poignée de main, elle, est plus formelle, plus professionnelle. Et il faut faire le tour de tout le monde. Quand on arrive à une soirée, par exemple. Oui, c'est un point important. Même dans un cadre informel, si on arrive dans un groupe, la coutume est de saluer chaque personne individuellement. Soit par la bise, soit par une poignée de main, selon le lien qu'on a avec la personne. Ça peut prendre un peu de temps, mais ne pas le faire, passer devant les gens sans un mot, c'est vraiment considéré comme impoli. D'accord. Bon à savoir. Et puis, il y a toutes les petites formules de politesse du quotidien. Oui, exact. S'il vous plaît ou s'il te plaît, merci, merci beaucoup. Pour répondre à merci, Ouais. de rien, ou plus chaleureux avec plaisir, ou plus formel, je vous en prie, je t'en prie. Et le fameux « à vos souhaits » quand quelqu'un éternue. Indispensable. Et si la personne éternue une deuxième fois, on peut ajouter « à vos amours ». C'est un automatisme culturel. Et pour s'excuser, il y a plusieurs façons, non? Oui, et c'est important de choisir la bonne nuance. Les sources rappellent d'éviter « je m'excuse ». Ça sonne un peu comme si on s'excusait soi-même. C'est grammaticalement correct, mais l'usage le rejette un peu. Ah oui. Qu'est-ce qu'on dit alors? Pour une petite gêne, bousculer quelqu'un par mégarde, pardon. Pour attirer l'attention poliment ou s'excuser de déranger, excusez-moi ou excuse-moi. Et pour exprimer un regret plus sincère, une faute, je suis désolé. D'accord. Pardon, excusez-moi, désolé, nuance importante. Très. Ça montre le degré de regret ou de formalité. Bon, au-delà de ces règles de politesse, il y a aussi des traits de mentalité, des habitudes qui ressortent beaucoup des sources. L'apéro, par exemple. Ah, l'apéro. C'est une institution. Ce n'est pas juste boire un verre avant de manger. C'est un vrai moment social, de convivialité, de partage. En fin de journée, vers 18-19 heures, on prend un verre, on grignote des trucs salés. C'est sacré pour beaucoup de Français. À ne pas confondre avec l'apéritif dînatoire, c'est ça? Exactement. L'apéritif dînatoire, c'est plus copieux, ça remplace carrément le dîner. L'apéro simple, c'est juste avant. D'accord. Et à l'opposé de ce moment convivial, il y a des sujets plus tendus. L'argent, par exemple. Les sources disent que c'est tabou. C'est souvent perçu comme ça, oui. Il y a une certaine gêne à parler de son salaire, de combien on gagne, de sa richesse. C'est moins ouvert que dans d'autres cultures. Pourquoi? Les sources donnent des pistes. Plusieurs hypothèses sont évoquées. Un héritage de la méfiance catholique envers l'argent, l'idéal républicain d'égalité qui fait qu'afficher sa richesse est mal vu. Peut-être aussi une forme de pudeur, c'est complexe, mais le fait est qu'aborder le sujet de front peut mettre mal à l'aise. C'est intéressant. Alors qu'un autre sujet, le débat, l'argumentation, ça, au contraire, c'est pas tabou du tout.
Ah non, pas du tout. C'est même plutôt valorisé. Les Français aiment bien discuter, débattre, confronter leurs idées. Les repas de famille ou entre amis qui s'animent, où on refait le monde, ce n'est pas qu'un cliché. Même si ça peut paraître un peu conflictuel parfois, vu de l'extérieur. Oui, ça peut surprendre, mais ça fait partie de la culture de la conversation. Avoir un avis, le défendre, argumenter, c'est vu comme une preuve d'esprit critique. C'est pas forcément personnel. Et ça m'amène à l'humour. Le fameux second degré. Pas toujours facile à capter, hein. Ah, le second degré. C'est un humour qui joue beaucoup sur l'implicite, l'ironie, l'antiphrase, dire le contraire de ce qu'on pense. C'est subtil. Il faut bien connaître le contexte, la personne. Exactement. C'est lié à cet esprit critique, un peu frondeur parfois. Ça demande une lecture entre les lignes. C'est clair que c'est un défi en communication interculturelle. Tout comme la râlerie, peut-être. Cette réputation des Français râleurs, c'est vrai? Disons que c'est une réputation qui n'est pas totalement fondée. On râle assez facilement, oui. Sur le temps, les transports, la politique. J'ai même lu que ça pouvait être bon pour la santé, de râler. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est assez drôle. Mais au-delà de la caricature, c'est souvent une façon d'exprimer un mécontentement, mais aussi parfois de créer du lien, de partager une expérience négative. C'est une forme de communication. Et ça coexiste avec une vraie fierté nationale, non? C'est ça le paradoxe. Tout à fait. On peut râler sur plein de choses au quotidien, mais attention à ne pas critiquer la France de l'extérieur. Là, la fierté ressort. Fierté pour la gastronomie, les paysages, l'histoire, la culture, l'art de vivre. Ce mélange d'autocritique et de chauvinisme soft. C'est un peu ça, oui. Très français. Et puis, il y a d'autres petites choses qui marquent la culture. L'importance du pain, de la boulangerie comme rituel quasi quotidien. Ah oui, l'expérience de la boulangerie, parfois un peu stressante pour les étrangers. Oui, savoir quoi demander, quelle cuisson. Et puis, il y a l'habitude de fumer qui reste assez présente, surtout aux terrasses des cafés. Et bien sûr, la grève. La grève, vue comme un droit, un moyen d'expression normal. C'est un droit constitutionnel et c'est ancré dans l'histoire sociale française comme un outil légitime de revendication. Et pour participer à tout ça, pour exprimer son avis dans ces débats animés, il faut aussi des bons outils linguistiques, j'imagine. Bien sûr, les sources donnent quelques expressions utiles. Pour commencer une discussion, on peut dire qu'on va mettre un sujet sur la table ou lancer le débat. D'accord. Et pour donner son opinion? Classiquement, à mon avis, selon moi, pour ma part, j'estime que... Et si on est d'accord ou pas d'accord? Pour être d'accord. Je suis d'accord, je partage ton avis, effectivement. Pour exprimer un désaccord, on peut être direct, je ne suis pas d'accord, ou plus nuancé, permettez-moi d'exprimer un désaccord, je ne partage pas tout à fait ce point de vue, je ne suis pas entièrement convaincu. Et pour trouver un compromis, une solution? Il y a des expressions imagées comme couper la poire en deux. Ça veut dire faire un compromis où chacun cède un peu. Ou on peut inviter l'autre à mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire à modérer un peu ses propos ou sa position. Mettre de l'eau dans son vin? Je lis. L'important, et les sources le rappellent, c'est de débattre des idées, pas d'attaquer les personnes. Écouter l'autre, rester respectueux, même si on n'est pas d'accord. C'est ça, un débat constructif. Eh bien, on a couvert pas mal de terrain. On voit bien que maîtriser le français, c'est bien plus que juste la grammaire et le vocabulaire, hein. C'est tout un écheveau de règles, d'expressions, de codes de conversation, de réflexes culturels, de la façon de dire bonjour à l'art de débattre avec passion. C'est exactement ça. Ce qu'on a vu aujourd'hui montre à quel point la langue est le miroir d'une culture. Comprendre les sous-entendus, les rituels sociaux comme l'apéro, l'humour au second degré, la façon d'interagir, tout ça, c'est aussi parler français. La vraie aisance, finalement, elle vient peut-être moins de la perfection grammaticale que de cette capacité à nager naturellement dans le grand bain de la vie sociale à la française. Ce qui nous amène à une petite réflexion finale pour nos auditeurs. Oui. Et si, finalement, pour vraiment s'approprier cette langue, il fallait pas seulement savoir accorder ses participes passés et maîtriser le subjonctif, mais aussi, peut-être, apprendre à savourer un apéro qui s'éternise un peu trop, à débattre avec flamme sur des sujets parfois futiles, et qui sait, même à perfectionner l'art subtil de râler, mais avec une certaine élégance. Voilà une perspective intéressante. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration et à bientôt.